Bien, bonjour et bienvenue donc dans ce webinaire qui fait suite au webinaire que nous avions animé le 27 octobre dernier et qui s'intitulait QSE RSE, même combat. Vous avez été nombreux donc à le suivre et nous n'avions pas pu répondre à toutes vos questions. Alors nos deux experts, Laurent Arnaud, auditeur, formateur, consultant au sein du cabinet de conseil démarche responsable, et Yvon Mougin, consultant et formateur, expert en management, qualité, organisation, ont collecté vos questions et ont décidé d'organiser ce second webinaire afin de répondre uniquement à toutes ces questions que vous avez posées et que nous n'avons pas pu traiter. Alors voici donc l'épisode 2 QSE, RSE, même combat, les réponses à vos questions. Pour information, ce webinaire durera environ 30 minutes. Alors, sans perdre un instant, je laisse la parole tout d'abord à Yvon Mougin. Merci et bonjour à tous. Alors moi, je vais vous faire passer un message, je vous propose un message un peu global qui concerne les liens entre QSE et RSE et je pense que Laurent vous répondra plus finement à toutes les questions précises sur le contenu de la 26 000 et de la RSE. Alors en fait, je vous le disais déjà lors du premier webinaire, moi j'ai une culture de l'entreprise, d'entreprise plutôt. J'ai assuré des missions dans les services de l'État, j'ai assuré des missions également dans des collectivités territoriales. Mais pour ces organismes, il n'y a pas de souci de survie. Ils existent depuis longtemps et ils dureront encore très longtemps. En revanche, une entreprise, c'est un peu différent, elle est plus fragile. Une entreprise, ça naît, ça se développe, ça meurt. Et une entreprise, elle est condamnée à se développer pour créer des emplois, pour créer des richesses. Et ce souci de la pérennité, c'est le souci d'une direction générale. Elle doit penser à 20 ans. Or, les démarches qualité contribuent à cette recherche de pérennité. Hein, je vais citer encore une petite phrase qu'on a citée des centaines de fois à propos de l'ISO 9001, où on trouve que l'adoption d'un système de management de la qualité relève d'une décision stratégique de l'organisme qui peut l'aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à des initiatives permettant d'assurer sa pérennité. On peut aussi s'appuyer sur l'ISO 9004, plus récente, hein, dont la mise à jour a été publiée en 2018, qui nous parle de lignes directrices pour obtenir des performances durables. Ça signifie, à mon avis, que toutes les personnes qui œuvrent dans la QSE et dans la RSE doivent en priorité fournir des efforts pour assurer cette performance globale et durable. Or, celles-ci dépendent de la santé économique et par conséquent de la présence et de la fidélité des clients, et par conséquent de la qualité des prestations, et par conséquent de l'écoute des dix clients. Alors, je voudrais appuyer cette démonstration, si c'en est une, sur la 26 000, hein, que j'ai lu quand même comme tout le monde, et notamment sur la notion de droit. Alors là encore, je voudrais lire rapidement quelques éléments du contenu de la 26 000 en ce qui concerne la première. C'est quand même la première question, un droit de l'homme, c'est la première question centrale, première des six. Après, le paragraphe sur la gouvernance. Et qu'est-ce que nous dit le chapitre 6.3.1.1, droits de l'homme, organisation des droits de l'homme? On nous dit que les droits de l'homme sont des droits fondamentaux auxquels tous les êtres humains ont droit et qu'il existe deux grandes catégories de droits de l'homme. La première catégorie regroupe les droits civiques et politiques et la seconde catégorie regroupe les droits économiques, sociaux et culturels et inclut des droits comme le droit au travail. Je rentre encore un petit peu plus précisément dans la 26 000 qui nous dit dans le 639, domaine d'action, etc., description du domaine d'action, chaque personne, en sa qualité de membre de la société, a des droits économiques, sociaux et culturels nécessaires à sa dignité et à son épanouissement personnel. Ceux-ci comprennent le droit à l'éducation, au travail et le droit au travail dans des conditions justes et favorables, à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé physique et morale et son bien-être, ainsi que celui de sa famille, à une nourriture suffisante. Alors, pourquoi j'insiste sur ces droits de l'homme? C'est parce qu'effectivement, parmi toutes les questions auxquelles je réponds d'une manière générale, hein, mais c'est une des questions d'un participant, nous expliquait effectivement que selon le GIEC, au-delà de 2 degrés, une augmentation de température de 2 degrés, on ne pourra pas s'adapter. Aujourd'hui, on se dirige vers un réchauffement de plus 4 degrés d'ici la fin du siècle et qu'il faut envisager une rupture avec les modèles existants en raison des enjeux climatiques. Je pense que personne ne contredit effectivement ce rapport. Simplement, moi, je voulais parler d'une question d'urgence et d'une question de droits de l'homme. Est-ce que remettre en cause effectivement nos manières de travailler, est-ce que c'est assurer, ce n'est pas certainement pas assurer la fermeture d'entreprise? Parce que pour moi, là encore, hein, je dirais que la fin du monde pour un salarié, je dirais la fin du monde la plus terrifiante, c'est de perdre son travail.
c'est d'être au chômage, donc d'avoir des problèmes d'angoisse, de déménager, de retrouver des amis, des familles, etc., d'emmener ses enfants et sa famille loin du lieu où ils habitent, etc. Donc ça veut dire que il faut procéder, je dirais, avec un certain pragmatisme, associer à la fois les attentes des clients et les attentes de la RSE. Alors, si tu veux bien, Laurent, passer à l'autre diapositive. Et effectivement, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir en même temps lutter, effectivement, trouver un autre modèle de production sans pour cela qu'il y ait des ruptures qui pourraient être dramatiques, je répète, pour le droit au travail et le droit à la vie. Eh bien, c'est peut-être de travailler sur un élément que vous avez cité également lors du précédent webinaire à travers vos questions, c'est la notion de management des risques. Effectivement, je pense que quand on va travailler sur une stratégie, quand on va travailler sur une réflexion prospective, hein, je me réfère aussi à la 9001, on nous dit il faut identifier les enjeux externes, les enjeux internes et les parties intéressées. Donc, on va faire une réflexion sur la base de risques que notre vision à 20 ans ou à 10 ans ou à 5 ans ne soit pas atteinte. Autrement dit, quels sont les risques pour que notre entreprise ne puisse pas atteindre des résultats en matière de développement. Eh bien, on pourrait inclure effectivement cette approche par les risques qui nous identifie les enjeux externes, internes et parties intéressées en les reliant aux 6 questions centrales de la norme 26 000. Autrement dit, quels sont les risques liés aux droits de l'homme? Donc, d'abord, effectivement, le risque de ne pas garantir la pérennité, et ensuite tous les autres risques liés aux clients, liés aux partenaires, liés aux prestataires, etc. etc. Voilà. Donc, je conclurai rapidement parce que je voudrais laisser un petit peu de temps aussi à Laurent, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions sur des points précis de la 26 000. Je voudrais simplement expliquer qu'il ne faut pas aborder la RSE de manière idéologique, mais de manière pragmatique, je le répète, en fonction des attentes des clients en matière de QSK. De toute façon, toutes les dispositions qu'on va mettre en place en ce qui concerne la RSE, elles satisferont à la fois les attentes des clients et les attentes en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Les deux sont absolument liés. Voilà. Donc j'ai fini ma petite partie, sauf s'il y a des réponses peut-être à des remarques de Laurent. Mais Laurent, je te passe la parole. Merci Yvon et bonjour à toutes et tous. Nicolas, je me permets de poursuivre et puis hein, Vas-y, on vas-y. reviendra bien sûr sur des interventions, mais bon, pour faire la transition avec la conclusion d'Yvon, hein, des remarques équilibrées et le mot de pragmatisme, alors qui, voilà, pourra aussi faire part de certaines questions qu'on a eues de personnes qui s'inquiètent à juste titre de, eh bien, des échéances écologiques qui viennent et des fameux 2 degrés, des dérèglements, etc. Là, c'est vrai que le terme de pragmatisme peut paraître des fois un petit peu sec et ne pas tenir compte de ces enjeux, mais j'allais dire qu'au contraire, il faut peut-être savoir, pour utiliser des grands termes, rester calme dans la tempête, hein, essayer de mener ces transformations de façon raisonnée, par étapes, sans en effet casser complètement la machine qui aussi, pour rajouter un argument à Yvon, finance la transition. C'est-à-dire que c'est un petit peu toute la difficulté, c'est que pour en effet financer cette transition indispensable, il faut bien des entreprises qui se portent bien, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui donc ne se coupent pas du jour au lendemain de leurs clients, mais qui en même temps amorcent et amplifient et poursuivent cette transformation. Donc, en effet, c'est vraiment le terme d'équilibre qui devrait l'emporter, même si je comprends que ça ne soit pas aussi radical peut-être que certains le voudraient ou le souhaiteraient ou le justifieraient même par des rapports qui sont, c'est vrai, très très alarmants, hein. Donc, c'est ça qui complique un petit peu tous ces sujets. Allez, je me permets d'enchaîner sur une deuxième partie, hein. On a essayé de regrouper les questions qui ont été nombreuses. Merci de votre intérêt à tous et à toutes. Avec, voilà, je me suis lancé dans une petite formule. La RSE dans le cadre de l'amélioration continue.
Ben, c'est pour pointer aussi justement que peut-être, de mon point de vue, la RSE pour l'instant ne s'est pas assez inscrite dans ce principe de l'amélioration continue qui, pour les fans du QSE, hein, et j'en suis, je pratique aussi la QSE, bien sûr, régulièrement, eh bien, est quand même une méthode qui a fait ses preuves. Alors, on a eu beaucoup de questions sur, hein, et c'est bien normal, c'était aussi le petit piquant de notre terme, de nos termes un peu provocants, QSE versus RSE, etc., sur l'association et l'utilité d'associer le QSE et le RSE. Eh bien, je me lance, au contraire, c'est vraiment le summum, si je puis dire, plus une stricte utilité. Et d'ailleurs, il suffit, hein, et je vous encourage tous à le faire, bien sûr, c'est toujours intéressant d'aller un petit peu se promener sur le site internet d'ISO pour voir iso.org, hein, sans leur faire de pub, ils n'ont pas besoin de moi, et pour voir que eh bien ils s'inscrivent vraiment et ils veulent vraiment que les normes ISO de management soient les outils du développement durable. Alors, elles ont cette vocation, hein, à répondre aux objectifs de la RSE, mais clairement, et on voit que c'est toujours un petit peu le sujet, l'échange, bah, il nous manque des cases, hein, si je peux le dire comme ça. La qualité client, et Yvan l'a dit, c'est le client, c'est la pérennité économique, donc c'est le pilier économique du développement durable, hein, je rappelle vraiment, pour les néophytes, si je puis dire il y en a trois, l'économique, le social et l'environnemental. On voit bien le lien fort de la 45001 avec le social, mais là, il manque quand même certains éléments, notamment l'éthique des affaires ou la gouvernance aussi, qui bon, sont toujours abordées dans les normes ISO, mais quand même pas aussi, aussi franchement et aussi fondamentalement que dans la RSE type 26000. Et par contre, le grand cochage de cases, si je puis dire, si je peux utiliser cette expression, des normes ISO, c'est bien sûr sur toute la partie environnementale, puisque là, on a non seulement la 14001, on a aussi la 50001 sur la partie énergie. Donc là aussi, on a eu pas mal de questions, pardon, sur la 50001, bah, parce qu'on en avait peu parlé finalement la première fois, mais bien sûr que hein, dans la foulée, dans la mouvance de la 14001, elle participe complètement aux enjeux notamment de décarbonation en s'intéressant à l'efficacité énergétique. Donc, on voit bien qu'il y a un petit élément comme ça où on se reconstitue le puzzle de la RSE, mais certaines cases manquantes. On a une autre norme qui arrive en renfort, alors qui n'est pas encore pour tout de suite, tout de suite. On a eu des petites questions. Alors là, sur le calendrier strict, vous m'excuserez, je suis pas toujours tenu au courant là vraiment de toutes. Et puis en plus, au stade où elle en est, ça dépend encore beaucoup des organismes nationaux, hein. Donc il y a eu une consultation, c'est la fameuse 52001, qui sera, elle, alors qui n'est pas dans la même famille, hein, ça se joue un peu, mais que la 50001, 50001 c'est tout ce qui est énergie, et la 52000 ce sera sur une norme pour répondre aux objectifs du développement durable. C'est, d'après ce que j'ai lu, hein, en me renseignant un petit peu, eh bien nos amis nordiques qui portent beaucoup cette norme, qui est en consultation en France, qui l'a été en juin, qu'il est actuellement en Belgique, par exemple, pour citer ça. Vous pouvez vous connecter sur le site de normalisation belge qui organise une consultation à ce sujet. Donc voilà, c'est vrai que cette 52001, bah, peut-être qu'elle va compléter le panel. Faut voir ce qu'elle donnera, hein. C'est encore un petit peu tôt. Mais on voit que ISO travaille toujours à ces sujets eh bien, compléter son spectre par rapport à la RSE. Le point aussi, beaucoup de questions sur la 26000. Ben ça, le retour que je peux faire à ces questions un petit peu globalement, c'est vrai que c'est bon. Alors, hein, on est déçu que par ce qu'on aime là. Hein, je crois il y a une expression un petit peu comme ça. Qu'en effet, il y a une petite pointe de déception de ma part de la 26000 qui
commence aussi même si ces préceptes et ces recommandations sont toujours fort pertinentes, ben, la norme elle-même commence à dater un petit peu. Et c'est vrai que bon, hein, il y a eu un choix à l'époque qui a été d'en faire, on en a beaucoup parlé sur la première session, d'en faire un guide de bonne pratique. Alors, il y a la mention hein, du PDCA, etc. Ça reste quand même une norme ISO, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup joué quand même sur l'aspect certifiable ou pas. Hein. On voit que tout de suite, la 26 000 a pris un chemin qui n'est pas le chemin classique des normes ISO certifiables. Alors, on peut critiquer aussi, hein, enfin en tout cas s'interroger sur le côté certifiable des normes, un petit peu le diplôme, le côté scolaire, voire même hein, les certificats un petit peu de façade par rapport à un vrai fonctionnement qui a quand l'auditeur n'est pas là, etc. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire sur la certification, mais c'est vrai que ça aurait quand même donné, je pense, une impulsion plus forte à cette norme. Là, un phénomène aussi qu'on voit apparaître, il y a eu pas mal de questions là-dessus, bah, c'est le développement de formats divers, du coup un manque de lisibilité. On a en France un statut d'entreprise sur les entreprises à mission. On a eu pas mal de questions aussi sur tout ce qui est Bicorp. Alors, je suis un petit peu moins spécialiste du Bicorp. Enfin, je le vois passer comme beaucoup de gens. Hein. C'est un format qui monte. On a aussi le Global Compact qui revient encore une fois à l'ONU, qui sera peut-être aussi couvert par la 50-2001. Donc voilà, je pense qu'à un moment, ISO qui a vocation justement à éviter la multiplicité des formats et à essayer de faire référence, hein, ce qu'ils ont très bien su faire par exemple dans la période récente sur la 45001, la SST, ou pour hein, les normes précédentes, on était plutôt sur le chasse, l'ISO a su reprendre la main en disant non, non, nous sommes l'organisme de standardisation et de normalisation mondiale. Bon, bah, il y aura peut-être une volonté de le faire sur la RSE, hein, plutôt que des labels. Alors, on a en France aussi des normes complémentaires. On a eu des questions là-dessus. Donc, la NF X30029 sur la matérialité, la X30037 sur ce lien justement entre ISO 26000 et ODD, qui va certainement être couvert par la 52001. Bon, voilà, hein, je lis pas dans les boules de cristal, mais je pense qu'à un moment, ISO va vouloir reprendre la main et plus inscrire la RSE dans un aspect normal, si je puis dire, des fonctionnements des entreprises. Hein, voilà, comme le disait Yvon, avec du pragmatisme, comme on le fait pour la qualité, comme on le fait pour la SST, comme on le fait pour l'environnement et l'énergie. Eh bien, on se dote d'un système pour la RSE. Alors, qui pourra, hein, là aussi on avait des questions là-dessus, qui pourra s'inscrire un petit peu si je me lance dans les comparaisons, là, un petit peu en trépied, si je puis dire, avec une norme ISO 26000 plus opérationnelle, plus certifiable, j'y reviens, qui chapeauterait l'ensemble et qui dirait, par contre, c'est exactement la logique du management intégré, hein, qui dirait, eh bien, pour l'environnement, allez voir ma 14000. Si j'ai en plus la spécialité énergie, allez voir ma 50001. Pour les parties SST, ma 45001 et mes parties clients, la 9001, et qui ensuite garderait dans son giron d'autres aspects que ne traitent pas les normes, les grandes normes de management ISO sur la partie, on l'a dit, gouvernance, éthique des affaires ou d'autres sujets plus pointus de pilotage. Donc vraiment, je pense qu'il y a une association à créer, une mayonnaise à prendre, si je puis dire, entre tout ça pour rentrer dans une logique qui deviendrait habituelle et classique. Même peut-être, Yvon avait des inquiétudes légitimes là-dessus, j'en ai aussi, hein, enfin je le constate comme tout le monde, c'est-à-dire de passer le cap pour la RSE de l'échelle en dessous, des PME, des entreprises un petit peu intermédiaires, qui, je pense, par des normes ISO un petit peu plus classiques, et rattachées à leurs normes 9001, 14001, 45001 qu'elles ont quand même beaucoup développées, eh bien, leur paraîtrait plus concret, plus opérationnel et donnerait des résultats. Allez, Si tu me j'avance un permets, petit peu pour laisser si un tu me petit temps permets, d'échange. Pardon, pardon oui. Laurent, Oui, si tu me Yvon, je t'en prie, bien sûr. Si tu me permets d'intervenir, je voudrais aller Complètement, dans bien ton sûr. sens aussi parce qu'effectivement, il y a des mots d'abord que tu as dit qui étaient importants. Quand tu as parlé tout à l'heure de transition écologique,
Les entreprises, on n'a pas parlé de rupture, effectivement, transition dit quand même, même s'il y a une pression importante, et je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'il y a urgence, mais ça reste une transition. Et puis un élément important que tu as abordé aussi, je crois que j'ai lu dans une question d'un participant, c'est la norme 9001 est la norme la plus connue, elle fait l'objet d'une certification et quelque part, elle oblige les entreprises qui sont certifiées, qui doivent l'être, à orienter leur façon de travailler. Donc, si la prochaine version qui est en cours, paraît-il, 9001 inclut, comme on le demande et comme on le souhaite, quelques éléments importants de la RSE, de développement durable, je pense que ça va constituer une pression très très forte sur toutes les entreprises qui sont certifiées ISO 9001. Il y en a beaucoup plus qui sont ISO 9001 parce que c'est une norme client que 14001 ou 45001. Et je pense que là, c'est peut-être une bonne espérance qu'on peut avoir pour le futur, pour inciter les entreprises, effectivement, à mettre en œuvre cette fameuse transition. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Complètement. Hein, et on l'avait dit sur la session précédente également, il y a de plus en plus un lien indissociable entre la qualité et la RSE, c'est la satisfaction client. C'est-à-dire que des entreprises aujourd'hui qui sont leaders sur leur marché, qui font des très bons produits, eh bien, se voient, non pas rejetés, il faut pas exagérer, mais se voient questionnés sur leurs produits par des clients qui s'intéressent à l'origine, à la logistique, à la composition chimique, que sais-je. Et donc, ça devient incontournable et impossible à ne pas faire, si je puis dire, parce que même dans le cas de la 9001, si un client utilise un canal 9001, donc typiquement une réclamation client ou ce type d'outil pour manifester une insatisfaction sur, je ne sais pas, le poids carbone, par exemple, ou tiens, un grand classique qu'on voit passer de plus en plus souvent, c'est l'emballage. Hein. Vous suremballez mon produit oui, mais monsieur, on veut vous assurer un produit qui, à réception, soit quand même en bon état. Bon, bah, quel équilibre on trouve? Et là, le dialogue s'engage avec le client pour, en effet, assurer suffisamment d'emballage quand même, mais pas trop pour que l'entreprise derrière se retrouve à gérer des déchets qui, bah, bien sûr, l'encombrent et ont un impact environnemental pour elle. Alors, une horrible petite faute d'orthographe là que je n'avais pas vu passer, je m'excuse, mais elle sera corrigée dans le slide. Hein, la RSE remplacé EE, bien sûr, par l'ESG. Excusez-moi. Donc, on corrigera ça, Nicolas, Ah oui, pardon. je corrigerai, il n'y a pas de souci, pas de souci. Mais donc sur la question, un petit peu provocatrice, mais justement c'est pour pointer aussi le risque qu'il y a, enfin le risque slash actualité de la RSE, c'est que ça devienne, enfin que ça n'évolue pas hein, de ce que c'est actuellement, c'est-à-dire surtout pour l'instant une préoccupation de grands groupes. Et il y a une couche qui arrive, hein, alors là aussi, attention les acronymes, donc ESG, c'est la RSE, mais on va dire plus sur la partie financière avec donc hein, l'environnemental, le sociétal et la gouvernance. Donc ils ont trouvé un autre acronyme dans le monde de la finance et des réglementations, mais ça revient au même. Et donc, on voit, et je vais vous l'expliciter tout de suite après dans le slide suivant, qu'il y a une forte pression enfin, qui est déjà le cas, mais qui va encore monter en puissance sur la partie financière. Et là, c'est le risque eh bien d'un développement durable. J'ai utilisé de façon volontaire ce terme de développement durable pour revenir un petit peu à la source, parce que quand j'ai commencé, comme on dit, on parlait de développement durable, puis après la RSE, le SG, maintenant il y a le CRDS, on va rentrer dans tous ces acronymes. Attention qu'il n'y ait pas un décrochage encore plus marqué que ce qui est déjà et qu'il faudrait plutôt essayer de combler entre une RSE voilà, pour les petites et moyennes, et on voit qu'elles ont quand même du mal à accrocher au mouvement, et puis des grandes entreprises qui soient à fond dans leurs finances, dans leur reporting, tournées plutôt vers, j'ai rien contre elles, elles sont bien sûr tout à fait indispensables, mais vers les banques, vers les places boursières, vers du reporting comme ça de haut niveau. Bon, c'est un élément qui est en train de se produire et qui risque de faire quoi? Eh bien, c'est de cascader des exigences
de la part des donneurs d'ordre à des plus petites entreprises dans la chaîne de valeur, nécessairement, des intervenants locaux, des prestataires de second rang, etc., etc., qui sera, c'est ce que je voulais pointer, un petit peu aussi en contradiction avec les principes même de la RSE, qui parle bien d'ancrage local, territorial, d'éthique dans la relation des affaires, et donc on peut, voilà, c'était aussi un petit peu le questionnement d'Yvon, si un grand groupe dit à un petit prestataire qui n'a que peu de capacité à s'adapter, eh bien c'est comme ça ou c'est pas autrement. J'ai des principes RSE à appliquer de mon côté, ben, c'est un petit peu antinomique. La RSE, c'est aussi accompagner sa chaîne de valeur, faire évoluer ses prestataires, mais en leur donnant les moyens d'évoluer. Donc on retombe, vous aurez compris que ce sera le mot de cette session, on retombe dans cette notion d'équilibre pour faire évoluer les gens. Alors à l'inverse, je pense qu'on est très conscient de ça avec Yvon. Il faut bien aussi être clair. Il y a des résistances. Il n'y a pas que des entreprises qui peinent à s'adapter, qui n'ont pas les moyens, qui voudraient bien, mais qui, etc. Il y a des entreprises qui affichent une résistance, qui mettent un petit peu la tête, voilà, dans le trou, etc. pour ne pas voir les éléments, qui se disent bon, c'est un phénomène de mode ou je ne sais quoi. Il y a aussi quand même une partie de ce type d'interlocuteur. Mais pour ceux qui sont de bonne volonté, de bonne foi, j'allais dire, attention à une contradiction qui est en train de naître dans la RSE entre des choses très high level, pour utiliser un peu d'anglicisme, et puis une réalité de terrain qui aura du mal à suivre. Allez, dernière séquence, il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup d'acronymes, donc je le gardais un petit peu à la fin pour pas vous bombarder, si je puis dire. C'est ce renforcement réglementaire dont je parle. Alors, j'ai bien pointé le risque que justement ça recouvre tout et qu'ensuite on ne parle plus que de ça et ça serait dommage parce que la RSE doit être plus riche que l'aspect uniquement financier, même si c'est un levier très très important. Et donc vous voyez le petit chiffre, toutes les infos là, c'est plus pour que vous les gardiez en mémoire, vous les ayez dans le support. Mais le chiffre que je voulais pointer, c'est que on a un renforcement, on va quand même passer, pardon, je bouge un petit peu. Voilà, on va quand même passer à plus de 50 000, donc c'est x5 quand même, c'est pas rien comme proportion. Donc ça va, voilà, le législateur, dans sa grande sagesse, estime que c'est équilibré d'aller jusque-là, parce qu'il faut quand même bien avancer, mais on n'allait pas impliquer tout le monde, enfin, etc. Mais les seuils vont beaucoup baisser. On a eu des questions, bien sûr, sur ces notions de seuil. On est actuellement plutôt sur des 20 millions de bilans. Bon, je ne vous fais pas couler sous les chiffres, mais vous avez le petit calendrier qui va décliner, plutôt passer à 250 salariés. Les PME, alors certes, celles qui sont cotées sur un marché réglementé, c'est pas tout le monde, mais celles-ci en tout cas vont être cotées. Et puis les grandes entreprises qui vont rentrer aussi, mais simplement les seuils de ce qu'on appelle une grande entreprise vont baisser également. De toute façon, ces effets de seuil, ils vont jouer directement, bien sûr, sur les 50 000, mais aussi indirectement sur toute leur chaîne de valeur, puisque vous voyez le terme, alors là encore une fois, c'est pas de mon fait, j'essaye moi aussi de m'accrocher, rassurez-vous, sur tous ces acronymes, donc la SFDR, la Sustainable Finance Disclosure Regulation, en plus tout ça est très, très anglicisé, donc vous aurez compris tout ce qui est soutenable, bien sûr, la finance, disclosure, c'est tout ce qui est la révélation, le reporting, le fait de mettre en avant des indicateurs, donc il va y avoir des cadres beaucoup plus précis et en plus étendu. Je vous en fais pas complètement la liste, mais vous avez ici la liste actuelle, donc déchets, ressources climatiques, et là on va parler économie circulaire, on va parler biodiversité, mais aussi ressources marines, différents types de pollution. Bon, il y a une extension du nombre d'entreprises, une extension des sujets de reporting, un cadrage des types de reporting. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça retombait dans la petite critique que je faisais de la RSE. J'utilise une expression un peu familière, ça pouvait partir dans tous les sens.
eh bien, bon, le législateur l'a dit, écoutez, on va cadrer quand même les éléments de reporting pour que tout le monde se positionne un petit peu sur les mêmes choses. On a aussi, là, et aussi, il y avait des questions, parce que le terme interpelle, hein. Alors, c'est pas la taxidermie, hein, pour les petits plaisantins, c'est la taxonomie. Donc, c'est la classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Donc, c'est le législateur. Encore une fois, hein, je ne critique pas, mais je pose les éléments du débat. Ça interpelle aussi. Il y a d'autres continents, je pense bien sûr aux États-Unis, qui ne procèdent pas de cette même façon, hein, qui d'ailleurs se sont inquiétés en disant, attendez, c'est quoi là toutes ces réglementations qui vont tomber en Europe? Parce que nous, on a des entreprises qui risqueraient d'être concernées. Et bon, le législateur européen est en train hein, de tourner autour de ce sujet pour que ce soit pas trop contraignant non plus et que l'Europe reste un continent attractif pour les investisseurs. Donc encore une fois, je ne remets pas hein, une dose, la notion d'équilibre, progresser, mais pas trop, ne pas se couper quand même des grands flux économiques mondiaux, etc. Si j'en fais une petite synthèse, et je laisserai Nicolas ensuite conclure pour bien respecter le temps, des réglementations qui vont monter surtout sur la partie financière. Voilà, on sent que, alors bon, il y a des réglementations directement environnementales et RSE qui tombent aussi, hein, les paquets, les fameux paquets européens. Mais on sent qu'il y a une volonté de se dire, bah tiens, le pilotage de tout ça, le grand aiguillon qu'on va avoir dorénavant, c'est la partie financière. Les entreprises, pour se financer, pour aller en bourse, etc., vont devoir faire du reporting. Et immanquablement, ça va cascader dans les chaînes de valeur, donc sur des plus petites entreprises. Et bah, tout ça sera une question ensuite d'accompagnement. Mais j'en reviens quand même à notre sujet. Un petit conseil à ces PME, à ces entreprises, faites de la QSE. Vous verrez, c'est toujours bien perçu par les grands groupes, par vos grands donneurs d'ordre. Ça vous donnera des indicateurs, ça vous facilitera le reporting, etc., etc. Voilà, Nicolas, pardon pour le Alors, petit déplacement. merci Laurent et Yvon. Donc effectivement, c'est très intéressant et puis c'était utile de répondre justement à toutes ces questions parce que ça apporte des complémentarités essentielles. Alors on a eu la conclusion effectivement de Laurent, mais Yvon, peut-être un mot pour conclure de ta part. Oui, oui, j'espère beaucoup à j'espère beaucoup dans cette nouvelle norme ISO parce que je pense que c'est vraiment un attracteur de comportement. Et s'il y a un élément qui peut faire pression justement pour accélérer un petit peu cette transition, c'est cette norme. Et comme tu l'as dit, Laurent, effectivement, c'est le rôle fondamental de toutes les normes que de changer la face du monde, quoi. Il y a une petite question sur le 53 000, Nicolas. Oui. Je ne sais pas Alors, il y si avait une Laurent peut y petite répondre. question. Alors, c'était si je peux me permettre, qu'en est-il de l'ISO 53001 par rapport à la QSE, s'il vous plaît? Alors Alors, 53 001, là j'ai une petite colle. Nicolas, tu la connais? je ne la connais pas non plus. Alors, 53 001, ben Moi, je la connais pas, mais bon. peut-être que la j'avoue personne que peut, là, alors je me permets hein, ouais, ouais, ouais. de googler tout simplement. Bon. Sinon, c'était pas, Là, désolé. Bon, apparemment, c'est une norme en développement sur un système de management de l'EODD. Alors, moi, je m'étais noté plutôt dans ce cadre, pardon, j'y reviens, la 52001, mais alors c'est peut-être moi qui ai fait tout simplement une erreur sur le chiffre. Donc, à vérifier, pardon, je vais consulter mes fiches, comme on dit, mais en tout cas, si c'est la même, elle est en cours de création, de consultation. Donc, bon, hein, vous connaissez le rythme des normes ISO. On n'y est pas à 2024, ce sera certainement un petit peu court, mais plutôt du 25 grand maximum 26. Et donc, ce sera une norme qui se calera sur les objectifs de développement durable de l'ONU, avec, là pour le coup, alors celle-ci sera certifiable, hein, pardon, je ne l'ai pas précisé dans le support. Toc, 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 si, pardon, je l'ai précisé, mais c'est derrière mon petit carré, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, pardon, j'y reviens. ok. Choc, voilà. Hein, celle-ci sera certifiable. Donc, c'est vrai on peut avoir de bons espoirs sur cette norme, puisque les objectifs du développement durable de l'ONU, c'est la 26 000. Hein, c'est une Bien version sûr, onusienne de la RSE. bien sûr.
Alors, merci Laurent, Arnaud et Yvon Mougin pour donc ces réponses précises. Malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, rassurez-vous, donc le webinaire est enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com ainsi que le support de présentation. Donc, je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont Yvon Mougin. N'hésitez pas donc à liker et commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire, cet épisode 2. Et je remercie tout particulièrement Yvon Mougin et Laurent Arnaud pour leur présentation et pour leur partage d'expertise. Donc à bientôt. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci.